Les boutiques Poche et Apony vous présentent votre émission telle qu'elle. Et je ne remercierai jamais assez mon intuition de m'avoir fait revenir en Martinique pour accompagner ma mère et pour avoir été présente auprès d'elle. Tu as travaillé dans les plus grands palaces, Oui. d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Ce sont les claques qui ont été assénées à mon ego. Il en faut pour recruter 22 étudiants lors de la première promotion. Il en faut, non pas de mon fait, mais il en faut de l'amour pour l'hôtellerie. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Profondément féministe, passionnée par l'hôtellerie et amoureuse du cœur de Fort-de-France, rencontre avec notre prochain invité, Frédérique d'Espagne. Bonsoir à tous et bienvenue chez Telle Quelle. Ce soir, je reçois une femme aussi élégante que passionnante. Bonsoir Frédérique d'Espagne. Bonsoir, chère Caroline. Alors Frédérique, tu es directrice de Vatel Martinique, une école qui forme les futurs managers de l'hôtellerie-restauration. Tu es également présidente de l'association des commerçants de Fort-de-France qui s'appelle Fort-de-France Cœur de Martinique. Et puis tu es propriétaire d'un meublé de tourisme qui se nomme le Patio Foyalet. Donc comme son nom l'indique, qui se trouve à Fort-de-France. Au centre-ville. Au centre-ville, en plein cœur de Fort-de-France si tu préfères. Frédérique, on va faire plus ample connaissance. Plaisir. Et on va commencer par découvrir ton objet mystère. Avec plaisir. Je suis toute oui, montre-le-nous. Mon objet mystère, c'est un ouvrage qui me suit depuis mon adolescence, qui s'appelle L'amour au temps du choléra, de Gabriel Garcia Marquez, qui est un auteur colombien, et qui est un livre d'amour d'un homme, fou amoureux d'une femme, qui ne l'aime pas pendant toute sa vie, mais qu'il finit par conquérir à l'âge de la vieillesse. Et c'est un livre de la patience, de la passion. Voilà, c'est un enseignement pour moi qu'il faut attendre son heure, qu'il faut attendre son temps, et que quand on attend et qu'on a la maîtrise du temps, tout vient à point et on obtient la grâce de l'amour, la grâce de la personne aimée. Un très bel ouvrage. Il t'a été conseillé, parce que j'ai ouï te dire que ta maman te suggérait beaucoup d'auteurs. Est-ce que ça vient d'elle? Ma mère lisait énormément et elle mettait dans ma bibliothèque des ouvrages caribéens, haïtiens, dominicains et également d'Amérique latine. Et Gabriel Garcia Marquez fait partie de cette mouvance de ce qu'on appelle le réalisme magique, à savoir que oui, c'est réaliste, ce sont de vraies histoires qu'il raconte, mais toujours empreintes de croyances, d'un imaginaire tumultueux, magnifique, très caractéristique de son univers, de sa pensée. Et peut-être que ça ressemble un petit peu à ma façon de penser, qui lie une certaine forme de pragmatisme. J'aime bien les chiffres, j'aime bien les résultats, j'aime bien la réalité, avec une dimension de magie, une dimension de croyance, de spiritualité. J'essaie d'allier ces deux pôles dans ma personnalité. Ben, tu as attisé ma curiosité, j'ai bien envie de le lire. Donc, tu penses que je peux le trouver? Tu peux le trouver Oui. partout. Très bien, c'est noté. J'en prends note. Alors, je vais te laisser déposer ce magnifique ouvrage juste à côté de toi ici. Et j'aimerais que tu me parles, pour commencer cette interview, du triangle d'or dans lequel tu as grandi. Un triangle d'or. Je sais que tu vois à quoi je veux faire référence. Oui, je vois très clairement. J'ai grandi avec 3 femmes. Ma mère, ma marraine, qui est la sœur de ma mère, et ma grand-mère. Et je suis née au Lamentin. Ma mère a accouché avec ma marraine, qui était son médecin.
qui est le mien aujourd'hui. Ta marraine qui est gynécologue. Voilà. Et ma grand-mère, qui était également présente. Alors, quand j'étais dans le ventre de ma mère, les médecins, excepté ma grand-mère, disaient que j'étais un garçon. Et ce n'est qu'à l'accouchement qu'on a réalisé que j'étais une fille. Ok. Voilà, donc je suis née dans une chambre bleue, avec tout ce qu'il fallait pour un garçon. Et voilà, j'étais une fille. Et j'ai évolué avec ma marraine qui vivait à la maison, ma grand-mère qui était très présente, évidemment ma mère. Et j'ai grandi parmi ces 3 femmes qui sont 3 exemples dans ma vie. Je crois qu'avoir évolué avec ces 3 femmes, ces 3 accompagnantes, m'a fait développer également un rapport avec la femme en général, qui est très tendre, très bienveillant. Je suis féministe, je suis vraiment ancrée dans les valeurs de défense des femmes. Et ce n'est pas un hasard, je pense, d'avoir évolué dans ce triangle d'or. Voilà. Alors, très jeune, tu étais très aimante, mais également déjà très affirmée. Alors, je ne sais pas quel âge que tu avais, mais je sais qu'il y a une anecdote croustillante autour des droits de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé, Frédérique? Oui, alors, je recontextualise. On me surnommait Mamour, donc je pense que j'étais assez gentille. Et très aimante, oui. Assez aimante. Et c'est vrai que ma mère et ma marraine me racontaient cette anecdote. Je ne sais plus pourquoi je m'étais rebellée pour des histoires d'enfants, mais je m'étais mise debout sur le canapé et j'ai proclamé quelques articles, je ne sais plus lequel, mais des droits de l'enfant. Hein. Je m'en rappelle encore. On a oublié de dire, je ne sais pas si on l'a précisé, que ta maman était avocate. Oui. Voilà, donc le lien n'est pas loin. Le lien n'est pas loin, la justice n'est jamais très loin. Voilà. Et je trouvais assez fréquemment être l'objet d'injustice des adultes. Et quand j'ai appréhendé cette dimension des droits de l'enfant, j'étais tout à fait subjuguée. Et je crois que ce sont des droits, dans tous les cas, qui doivent être défendus, parce que les enfants sont non seulement nos âmes chéries, et également des êtres à protéger, à aimer, à chérir. Alors, en parlant de justice, tu as fait un doc de droit, justement. Tu as fait un doc de droit, puis une école de commerce à Atlanta, puis Vatel Paris. Je pense que les téléspectateurs voient maintenant bien le lien. Donc, Vatel Paris, tu as travaillé dans les plus grands palaces, oui, d'ailleurs. Est-ce que tu peux me dire quels souvenirs tu gardes de cette époque, justement, où tu faisais tes études à Paris, où tu as commencé à fréquenter, justement, le milieu de l'hôtellerie, de luxe très souvent? Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Alors, à Vatel Paris, j'ai fait mes classes au Meurice, mes classes pratiques à l'hôtel Le Meurice, qui est un 5 étoiles, au Plaza Athénée, qui est également un palace, au Royal Monceau, qui est aussi un palace. Et ce que je retiens de mon expérience palace, ce sont les claques qui ont été assénées à mon ego. Mais alors... C'est-à-dire, raconte-nous. Eh bien, je croyais, puisque j'étais major de promotion de Vatel Paris, je croyais tout savoir. Et tu avais les meilleurs stages. Je me battais pour, oui, en tout cas. Oui. Et puis, je suis arrivée avec des personnes bien plus excellentes que moi, hein, dans leur pratique, hein, des responsables commerciaux et marketing de haut vol, hein, qui gèrent des célébrités, des stars. Et j'avais... pensé que parfois je pouvais contester, je pouvais discuter, et je me suis vite rendu compte que je me heurtais à un plafond de verre, et ça m'a enseigné tout simplement une très très grande humilité. J'ai toujours une tendance à rétorquer. Quand je lis mes bulletins, il y a beaucoup d'insolence, hein, et disons que le palace a cadré tout cela, je ne dirais pas avec bienveillance, mais en tout cas avec vigueur. Et je remercie le palace d'avoir cadré cet ego pour que je puisse en faire une énergie fertile, pour que je puisse transmuter cet ego. Alors, pour moi, il ne faut pas bannir l'ego. Il faut le transmuter. C'est-à-dire que c'est une énergie à mettre dans le bon sens. Il faut pouvoir
transformer, si vous voulez, son dragon en cheval de Pégase. Et l'ego, eh bien, il a été sérieusement mis à mal pendant ces expériences d'excellence et je remercie ces expériences. J'imagine. En tout cas, très belle expérience et période très enrichissante pour toi. D'ailleurs, tu vas rester quasiment 20 ans à Paris. Oui. Voilà, entre cette période et toute la partie vie active, quand tu as commencé à travailler. Tu vas revenir vivre en Martinique, notamment parce que ta maman était malade. Comment s'est passé ton retour en Martinique et plus précisément sur le plan professionnel? Alors, puisqu'on est à cœur ouvert, hein, je vais te décrire les choses. Ma mère avait une maladie grave. Elle est venue se faire soigner à Paris et du coup, nous étions ensemble. Et un soir, elle m'a regardée et elle m'a demandé de revenir. Elle m'a dit, les yeux dans les yeux, reviens. Le lendemain, je lui ai dit, écoute, tu me demandes de revenir, je vais m'organiser. Elle m'a dit, non, c'était sur le coup de la tristesse, de l'émotion, oublie. Mais pour moi, il y a des signes et il faut écouter, il faut entendre. Donc, quelques mois plus tard, j'ai pris mon mari, mes enfants et nous sommes retournés en Martinique. Ma mère était en rémission, d'accord ? Et 2 mois après mon retour, elle a déclenché un autre cancer et elle est décédée 9 mois plus tard. Et je ne remercierai jamais assez mon intuition de m'avoir fait revenir en Martinique pour accompagner ma mère et pour avoir été présente auprès d'elle. Voilà comment s'est passé mon retour en Martinique. Et puis en parallèle, ma priorité étant ma mère, tu imagines bien, j'ai cherché du travail. J'étais quand même diplômée d'un MBA de Vatel Paris. Alors, j'avais effectué une démission pour suivi de conjoint, puisque mon mari a trouvé avant moi. L'objectif étant de revenir, hein, dans tous les cas. Et personne ne m'a reçue en entretien dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Je pense qu'ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui, c'est sûr. En tout cas, tu n'as décroché aucun entretien à l'époque. Même pas de réponse. Et tu avais écrit à quasiment tous les hôtels de Lille, etc. Quasiment tous. Quasiment tous. C'est pour ça que j'insiste beaucoup avec mes étudiants de Vatel Martinique sur le fait que le diplôme est important, le diplôme compte, la formation bien évidemment, mais le réseau, la relation humaine est tout aussi fondamentale. Et je ne m'en suis pas offusquée. Ça faisait 20 ans que j'étais partie. La Martinique ne m'a pas attendue. Je devais rattraper le temps. Donc, il est vrai que j'avais des droits, je pouvais rester à la maison. J'avais aussi mon entreprise, le Patio Foyalet, que j'avais cofondé avec ma mère. Mais j'ai horreur de rester chez moi à ne rien faire. Il fallait que je rattrape le temps. Donc, j'ai travaillé comme commerciale dans une société d'affichage dynamique et d'écran. Je les ai contactés en leur disant, vous vendez des écrans à des hôtels, laissez-moi venir vous aider. Et le responsable m'a laissé carte blanche, m'a dit, vas-y. Et pendant 9 mois, j'ai vendu des écrans. Alors, en 2019, tu vas participer à un déjeuner organisé par Contact Entreprise. Exactement. Et là, ce déjeuner va changer le cours de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce déjeuner? Déjà, je n'avais même pas programmé d'y aller. C'est à force de recevoir des captures écran de ce déjeuner, toujours attentive aux signes, hein, puisqu'il faut être perméable. Hein. Je finis par y aller. Puis, entendre parler de Vatel, dans tous les cas, m'intéressait. Patrice Fabre présentait l'école à ce déjeuner Contact Entreprise. C'était le projet, la présentation du projet Vatel Martinique. Et la présidente de l'association Contact Entreprise a proposé, comme à chaque fois, un tour de table. Je ne m'y attendais pas du tout. Et lors du tour de table, j'explique que je suis issue de Vatel, que je suis issue de Vatel Paris, et que... Et puis j'ai toujours ce ton un peu badin, tu sais, que je peux être intervenante s'il le souhaite. Limite de manière nonchalante. En tout cas badine, mais toujours légère. Vraiment, comprends que j'étais à ce moment-là avec une maman mourante et je n'avais pas le cœur à l'ambition à ce moment-là. L'énergie se focalisait là-dessus. Et en disant un petit peu mon cursus, mon parcours hôtelier à Patrice Fabre, j'ai vu son regard changer. Et à la fin du déjeuner, et le regard des autres aussi changer. Oui, de tout le monde. De tout le monde. Et là, je me suis dit, est-ce que je suis la seule à ne pas comprendre ce qui se passe?
hein, le fait que tu aies fait Vatel Paris, ça a scotché tout le monde. Que tu étais là, à ce moment-là, ça a été du coup une vraie opportunité. Patrice Fabre, à la fin du déjeuner, m'a proposé de le recontacter, ce que je n'ai pas fait tout de suite, ce que j'ai fait une semaine plus tard, parce que je n'avais même pas mesuré ce qui allait suivre. Oui. Et d'ailleurs, quelques mois, 1 ou 2 mois avant l'arrivée du Covid, tu es censé lancer Vatel Martinique. Je suppose que ça n'a pas été une mince affaire. Pendant le Covid, Monsieur Fabre m'a autorisé à finalement me projeter, me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et je lui ai répondu tout de go, je ne veux pas regretter. Je n'imagine même pas regretter. C'est-à-dire que je le fais. Si j'échoue, j'échoue. Si je réussis, mais je ne veux pas me dire « et si j'avais réussi ?» Et j'échoue très très souvent. Mais l'échec en a marre de moi. Il en a assez. Il me voit et dit « vas-y, réussis. » Encore toi, non. On t'a assez vu. Et du coup, comment tu as réussi à lancer cette première promo dans ce contexte? Alors, tu as été les chercher un par un, les étudiants? Grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, vraiment énormément de communication. Il y avait cette fenêtre. Il paraît que tu y allais parfois au culot. Oui, oui, comme toujours. Oui. Donc il en faut un peu. Il en faut. Alors, est-ce qu'il faut du culot? Je crois qu'il faut de la stratégie et du culot. D'accord? De l'audace, voilà, comme tu dis. Il y a des moments où la stratégie ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Et puis, généralement, quand on calcule stratégiquement le risque de l'audace, on s'aperçoit qu'on ne risque rien. Vatel, cette année, à la rentrée donc, de septembre-octobre 2023, va accueillir sa 4e promo. Oui. Est-ce qu'on peut donc dire que c'est un pari réussi? J'aime à le croire, parce que lors du démarrage du Covid, nous devions nous installer au Squash Hotel. Nous avons dû remanier nos plans, mais à la base, l'école devait être mise en place dans les anciens locaux du Squash Club, oui. Au Squash Hotel. Oui. Et lors de la rentrée septembre-octobre, j'ai le plaisir de t'annoncer que pour sa 4e promotion, nous ouvrons au Squash Hotel dans les anciens locaux du Squash Club. Les travaux sont déjà bien avancés. Ça va être un merveilleux campus hôtel, école hôtel. J'ai hâte. Alors, Paris réussi quand ça ouvrira, puisque n'oublie pas mon côté pragmatique. Oui. Hein, mais en tout cas, oui, il faut de l'audace, il faut essayer, la preuve. On arrive déjà quasiment presque à la fin de l'émission. Déjà ? On a encore quelques minutes à passer ensemble, Dieu merci. Mais j'aimerais qu'on termine en faisant un focus sur Fort-de-France et plus particulièrement le cœur de Fort-de-France, le centre-ville où tu habites, n'est-ce pas? On parle à mon cœur en parlant du cœur de Fort-de-France. Je touche une partie très sensible. Ah oui. Donc cela, tu es également, comme on l'a déjà indiqué, présidente de l'association Fort-de-France Cœur de Martinique, qui est une association de commerçants, oui. On le rappelle. Et puis de socioprofessionnels. Et de socioprofessionnels, très bien. Et puis tu gères donc du coup ton propre meublé de tourisme, le Patio Fouillalais. Tu es une amoureuse passionnée de Fort-de-France, et plus particulièrement du centre-ville. Oui. Qu'est-ce qui te rattache autant à Fort-de-France ? Déjà, en dehors que tu regardais tous les bateaux de croisière avec ta maman quand tu étais plus jeune. C'est vrai, puisqu'on descendait de Baie-des-Tourelles. J'adorais ça. Et j'adorais. Et ta maman connaissait tous les noms des bateaux. Tous les noms des bateaux. Et elle me les montrait. Et elle me disait, voilà, tel bateau est arrivé, tel autre est arrivé. Et c'était déjà mon premier contact au tourisme. Carline, si on a un centre-ville qui vibre, qui est beau, qui est le reflet de notre culture, de notre artisanat, de notre art, c'est le visage de notre Martinique, c'est le visage de notre destination. C'est ce qui fait briller, c'est ce qui fait rayonner le tourisme. C'est pour ça que le centre-ville de Fort-de-France m'intéresse autant. Ensuite, les valeurs décroissent du centre. Si notre propre centre n'a pas de la valeur, si notre propre centre n'est pas exemplaire, qu'est-ce qui sera exemplaire? Donc, le centre-ville, je l'imagine touristique, numérique, durable. Je l'imagine avec
beaucoup plus de lieux atypiques qu'on ne peut pas trouver dans les centres commerciaux. Je ne parle pas que de l'artisanat ou que de l'art, il y a aussi nos artisans, nos couturiers, nos cordonniers. Je pense au carnaval, on se rue sur le centre-ville pour trouver ces doigts de fée. Et pourtant notre centre-ville se réinvente. Il faut qu'il se réinvente dans ce sens des activités uniques qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs. Vivre, flâner, avoir cet art de vivre, c'est construire quelque chose en centre-ville. Il faut que nous, Martiniquais, nous puissions construire quelque chose. Et nous avons de plus en plus de producteurs, de personnes qui ne demandent qu'à briller. Nous devons leur céder les locaux, leur faire de la place pour qu'ils puissent exposer leur art. Voilà pourquoi j'aime le centre-ville. Le patio Foyalet dont vous parlez, que vous évoquez, le patio Foyalet que tu évoques, c'est... oui, je te tutoie et d'un coup je te vois. C'est Babou Floro, le street arter, qui l'a entièrement décoré. Pour moi, il était important qu'il ait sa vitrine aussi au centre-ville. Et ce qu'il a street arté, c'est Fort-de-France, dans les champs, dans les studios. Alors dans à la les maison, il faut appartements. googliser rapidement parce que c'est bien d'avoir le visuel. J'ai regardé, les lieux sont magnifiques et on est dans un environnement urbain. Je voulais un lieu Foyalet, je te remercie, un artiste martiniquais, un jeune qui plus est. Ils ont plein de talent. Ils n'attendent que cela, pouvoir s'exprimer et nous émerveiller. Il y a une dimension d'enchantement dans la ville. Je n'ai rien contre la campagne, mais j'adore la ville. Et c'est dans une ville que j'évolue. C'est une architecture, c'est une expérience, c'est l'urbanité, c'est une expérience qu'on a nulle part ailleurs. Et je voudrais que Fort-de-France soit comme nulle part ailleurs, dans toute la Caraïbe. Waouh. Très bien. Frédéric, sans transition, eh bien, on va clôturer l'émission avec une de mes, je dis rubriques, hein. J'aime bien des rubriques préférées. L'ultime question que tu vas piocher. Hop. Donc, tu peux piocher ou la prendre, mais Ah, tu essaies de... Mais tu ne pourras rien lire, là. Hein? Oh, tu essaies de... Je cherche, je pense. Lequel petit bout de papier t'attire? C'était celui-là? Comme je sais que tu es très à l'intuition. Oui. Allez. Il faut cultiver l'intuition. Oui. Quel est ton hobby, passe-temps favori? J'en ai deux. Je peux? Tu peux. Comme c'est toi, Ali. Tu peux. Déjà, j'aime beaucoup manger. Oui, ça Passion, manger. Numéro 1. Donc, si on peut te faire plaisir. Et le shopping. Et le shopping. J'aime bien le shopping. C'est un point que nous avons en commun avec les chaussures à talons. Je sais qu'on a ce point en commun, toutes les deux. Oui. Si on veut te faire plaisir, on t'invite dans un bon resto. Voilà. Avant même le shopping, m'inviter dans un restaurant, c'est déjà... Et je pense que tu aimes bien chez l'habitant, donc t'inviter à la maison aussi manger. Oui, tout me va. Pas forcément le restaurant. Tout lieu dans lequel il y a de la convivialité, du partage, de l'échange, je suis pour. J'adore le vivre ensemble. Quand j'étais petite, ma mère avait très très peur de me perdre parce que quand on allait au restaurant ou dans des lieux publics, je les laissais et j'allais à la table des autres clients pour discuter. Donc oui, je crois que... Donc tu te sens bien ce soir, ça va? Convivialité, partage, nourriture, tout va bien. Cette émission a été créée pour toi. Je t'ai tout de suite dit oui. Oui, c'est vrai. Alors, deuxième passion, shopping. Oui, et il y a des boutiques merveilleuses au centre-ville. Hein. Insoupçonnées, trop insoupçonnées. Oui. Avec des tenues, des choses, des créateurs, et puis pas que les vêtements, les bijoux également, avec de l'artisanat, de la lithothérapie, et puis du shopping d'art aussi. Il y a des lieux d'exposition, c'est très riche, très divers. Nous essayons avec la Foyalap de recenser de Fort-de-France, qui est une initiative Fort-de-France Cœur de Martinique et soutenue par les institutions. Nous essayons de recenser toutes ces activités, y compris l'événementiel. Mais je trouve qu'il y a dans le cheminement du chaland quelque chose à jouer dans la signalétique. Pas forcément faire un quartier du shopping ou un quartier des artistes.
Mais je crois qu'il y a une visibilité, une fluidité, puisque on me demande très souvent des adresses dans le centre-ville. Et je me dis, est-ce qu'il y a un sujet de communication? Pourtant, beaucoup de commerçants sont sur Instagram, mais je crois que dans la globalité, il y a... je ne vais pas comparer à Ikea avec un itinéraire, mais je crois qu'il y a comme un itinéraire à penser, un sens à penser dans le centre-ville. C'est ce que j'allais te dire, un espèce de parcours. Oui, il y a un parcours. Ouais, ce serait agréable. Oui, ce serait une bonne idée pour la Foyalap, et y compris pour les croisiéristes, les touristes. Tu sais que le premier touriste, pour moi, c'est le Martiniquais, la Martiniquaise. Exactement. Voilà. Sur ces très jolies paroles, je vais te remercier. Frédéric, merci pour ce grand moment de qualité qu'on a partagé ensemble ce soir. Je te remercie énormément. C'est passion, c'est pour ça moi si clair. On nous tripait si ça. Philosopher. On nous tripait si ça. Philosopher. Poche et Apony vous ont présenté votre émission telle quelle.